Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, merci d'être là au Festival d'Histoire de l'Art et d'être venus assister à cette session dédiée au cinéma portugais pendant la Révolution des œillets. Alors, cette session était censée être un dialogue entre Michael Robert Gonçalves, qui est derrière moi, et José Manuel Costa, le directeur de la Cinémathèque portugaise. Malheureusement, pour un problème d'avion, José Manuel Costa ne pourra pas être là. Donc, ça s'est transformé en une conférence de Michael Robert Gonçalves, mais vous n'avez rien perdu au change, vous allez voir, il est absolument fantastique. Donc il va nous parler de ce qu'il appelle le cinéma en révolution, si je ne me trompe pas. Ce que je peux dire en quelques mots pour présenter Michael, c'est qu'il est docteur en études cinématographiques, il a réalisé son doctorat à la Sorbonne Nouvelle, il l'a soutenu en 2012. Il y a une publication qui est en préparation, qui devrait sortir en 2023 aux presses universitaires de Rennes, si les choses se passent bien. Et il a travaillé donc durant sa thèse sur cette période qui est liée donc à la Révolution et à la place que tient le cinéma documentaire en particulier dans la prise en compte et la manière dont cette révolution est mise en image. Par ailleurs, il a enseigné dans de nombreuses universités et il est actuellement en charge à la Direction générale de la création, de la recherche. Voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Merci Lou pour cette présentation. Tout le monde m'entend bien? Oui, ça marche bien. Comme l'a dit Lou Forster, ça devait être un dialogue, donc je vais improviser un petit peu cette présentation. J'ai dû réutiliser des éléments que j'ai utilisés pour un cours, donc je vais essayer de faire en sorte que ça ait la qualité d'une conférence quand même un peu plus ouverte et peut-être un peu moins pédagogique qu'un cours dans une université. Mais voilà, donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est en effet des éléments qui sont le fruit de mes recherches doctorales sur le cinéma portugais révolutionnaire. Et donc juste voilà, si les petites images que je vous ai préparées, donc bon, c'était le titre du cours, donc on va passer assez vite. Je peux juste vous donner peut-être pour commencer, parce que je ne sais pas dans quelle mesure dans cette salle les gens sont familiers de la période, un certain nombre d'éléments plutôt de contexte historique sur la Révolution, déjà pour qu'on s'entende bien sur cette période dont on va parler. Donc la Révolution portugaise a commencé le 25 avril 1974 par un coup d'État qui a renversé la plus longue dictature d'Europe au XXe siècle, le régime qui était d'abord un régime militaire puis un régime autoritaire dirigé par Salazar. Donc le coup d'État a lieu le 25 avril 1974. Avec cette date s'ouvre une période qu'on appelle le processus révolutionnaire en cours, le PREC, jusqu'en 1976, mais je reviendrai là-dessus. Et ensuite, je vous ai listé très succinctement les différentes dates des indépendances des anciennes colonies portugaises, puisque pour comprendre la Révolution portugaise, il faut savoir que le Portugal, en plus d'avoir été un des derniers pays à laisser s'effondrer ou à continuer à être sous un régime dictatorial assez tardivement, ça a été aussi un des derniers pays à avoir des colonies en Europe. Et du coup, les indépendances vont surgir donc postérieurement au coup d'État du 25 avril 1974. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que je vais moins vous le montrer dans les quelques images que je peux vous montrer après. Le problème de la colonisation au Portugal et surtout de la décolonisation a été une des raisons de l'explosion de la Révolution. C'est-à-dire que la guerre coloniale qui avait commencé dans les années 60 dans les différents pays qui sont listés ici, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Cap-Vert, São Tomé et Príncipe, l'Angola et Cabinda, sont des territoires dans lesquels des guerres extrêmement violentes ont débuté dans les années 60 et qui ont fait que le Portugal s'est embourbé dans cette guerre et que les soldats qui ont été envoyés dans cette guerre en sont revenus évidemment traumatisés. Ça a été le terreau à la fois politique et, j'ai envie de dire, physique, charnel, de ce qui va déclencher chez ces militaires-là une volonté de s'émanciper et de se révolter contre le régime qui les envoyait là-bas. C'est pour ça que, je vais y revenir après, un des éléments forts, c'est que, alors c'est pas la date que je voulais montrer, le coup d'État, c'est un coup d'État militaire aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans la Révolution portugaise.
Le premier coup d'État en 1926 qui avait amené un régime dictatorial, c'était un coup d'État militaire, et celui qui renverse la dictature, c'est aussi un coup d'État militaire. Habituellement, quand on entend parler de coup d'État militaire, on s'attend à ce que derrière, il y ait un régime où les forces de l'ordre, où l'armée va avoir une place importante, et souvent qui est un régime plutôt autoritaire. Or, ici, ça va être assez particulier, puisque les militaires qui font le coup d'État sont des militaires qui avaient été aussi sensibilisés à des idées d'extrême gauche, à des idées communistes, qui vont, en fait, là aussi, sédimenter en eux et faire en sorte que le coup d'État qu'ils vont monter et la révolution qu'ils vont développer par la suite ne sera pas un régime dictatorial comme on l'entend habituellement. J'ai mis la date du 25 novembre 75 parce que c'est un contre-coup d'État qui va un peu stopper les effusions révolutionnaires, mais je reviendrai là-dessus. Et puis, j'ai dû mettre le 25 avril 76, l'instauration de la nouvelle constitution. En 2 ans, le Portugal passe d'un régime dictatorial à une nouvelle constitution républicaine, qui est la République dans laquelle le Portugal se trouve encore aujourd'hui. J'aurais pu ajouter une date intéressante aussi, c'est que dès 1977, donc seulement 3 ans après le coup d'État, le Portugal dépose déjà une candidature à ce qui ne s'appelle pas encore l'Union européenne, mais la Communauté économique européenne. Donc il y a un rattrapage très rapide postérieur à la dictature pour rejoindre l'Europe occidentale capitaliste et dans l'Union européenne. Du point de vue du cinéma, maintenant, qui va nous intéresser un peu plus, j'ai mis aussi quelques dates pour comprendre un peu en parallèle quelles sont les dates de la révolution portugaise au cinéma, si je puis dire. Tout d'abord, je reviens un peu en arrière, mais je ne vais pas m'attarder parce que nous n'avons pas le temps. Dans les années 60-70, il y a eu ce qu'on a appelé un nouveau cinéma portugais, qui, pour le dire vite, c'est toujours difficile, mais est une sorte de nouveau cinéma à la fois inspiré par la nouvelle vague française, par exemple, ou les nouvelles vagues européennes en général, et qui est en fait surtout le fruit d'un mouvement de jeunes gens qui avaient été formés dans des ciné-clubs. Il y a eu un mouvement des ciné-clubs très très important dans les années 50 au Portugal, et qui a été aussi formé par ces gens-là, avaient pu aller en Europe, ailleurs, par des bourses de recherche, enfin des bourses d'études, donc notamment en France, à Paris, à Londres, à Moscou, à Rome, en Italie. Et quand ils reviennent au Portugal, évidemment, ils ont vu des films, ils ont lu des livres, ils ont vu de l'art qu'ils ne pouvaient pas voir au Portugal, qui était dans ce régime autoritaire, et ils vont avoir envie de faire des films autrement. Il y a eu tout un tas d'initiatives, je ne reviens pas trop là-dessus, mais il faut avoir en tête qu'il y a déjà cette ébullition intellectuelle et culturelle dans les années 60-70. En 69, il y a une date importante aussi, c'est la fondation du Centre portugais du cinéma, qui est la première coopérative de cinéastes qui s'organise en 69 pour pouvoir faire des films. Pourquoi ? Il y avait des problèmes de production au cinéma depuis très longtemps pour faire des films, et la fondation Gulbenkian, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une grande fondation dédiée à la culture portugaise, va décider de financer le cinéma, mais elle dit aux cinéastes, débrouillez-vous par contre pour vous distribuer les sommes. Et donc les cinéastes décident de s'organiser en coopérative pour pouvoir récupérer l'argent et ensuite la dispatcher selon les projets de films. Ça va durer jusqu'au début des années 70. En 74, le Centre portugais du cinéma, qui était la grande coopérative, va imploser progressivement parce que le Centre portugais du cinéma rassemblait quasiment tous les cinéastes, tous les techniciens de cinéma, toutes les personnes qui voulaient faire du cinéma au Portugal. Ça implose et donc on va avoir différentes coopératives, Cinequanon, Cinequipe, Groupe Zéro, Virver, qui vont émerger dans les années 60, enfin, à partir de 74. Le 29 avril 74, vous voyez, 4 jours après la Révolution, les cinéastes font leur propre révolution puisqu'ils vont aller occuper l'Institut portugais du cinéma, l'IPC. L'Institut portugais du cinéma, c'est un peu l'équivalent pour aller vite du CNC en France, c'est-à-dire un institut national qui, normalement, verse des subventions, des fonds à des projets de films afin de soutenir la création. En mai 74 aussi, la censure est abolie, donc j'ai mis là une petite mention. La revue Cinéphile, qui était une grande revue critique de cinéma, c'est la première fois qu'elle peut sortir un numéro sans qu'il y ait de la censure qui vienne empêcher certaines pages ou noircir certaines pages. Le 7 mai 74 est diffusé à la télévision un premier film qui est important, qui est Les Chemins de la Liberté, Caminhos da Liberdade, de Cinequipe, qui est un film qui juste raconte les 3-4 premiers jours de la Révolution. Cinequipe, les membres de Cinequipe étaient déjà un tout petit peu au courant qu'il allait se passer quelque chose le 25 avril. Ils étaient proches de certains, il y avait parmi eux des journalistes, et ils sont équipés de caméras, et très vite, ils se disent qu'il va se passer quelque chose, et du coup, ils sortent dans les rues et ils vont aller filmer. Ça va donner donc Les Chemins de la Liberté, dont je vous montrerai peut-être quelques images juste après.
Je note quelques dates comme ça, c'est encore une fois, j'égrène des dates dans l'histoire du cinéma. Le 21 février 75, donc vous voyez, un an plus tard, sort au cinéma, cette fois, un premier film documentaire important qui est Dieu, Patrie, Autorité de Rui Simões, qui est un cinéaste documentariste important aussi sur la période. Lui, il était exilé en Belgique pendant la guerre coloniale et il revient en 74 et tout de suite, il se met à faire des images aussi. Lui, il fonde la coopérative qui s'appelle Virver, donc j'avais noté plus haut, et il fait Dieu, Patrie, Autorité. Dieu, Patrie, Autorité, c'était les grands mantras de la dictature. On entend un discours de Salazar dans le film, au tout début d'ailleurs, et en fait, il va décomposer. Le film est un espèce de pamphlet anti-militariste, anti-autoritaire et anti-capitaliste aussi, par ailleurs. Et donc, on entend la voix de Salazar qui, dans un discours très célèbre dans les années 30, disait, voilà, on ne discute pas Dieu et la religion catholique, on ne discute pas la patrie et on ne discute pas l'autorité patriarcale. Ce sont des choses qui ne se discutaient pas sous le régime de Salazar. Et donc, à partir de ce discours, Rui Simões va montrer à quel point déjà, les choses peuvent se discuter, et puis ensuite, il va montrer à quel point la Révolution a essayé de casser ou de démonter progressivement ces piliers du régime. Et puis, je pousse un peu plus loin. En 80-82, il y a 2 films qui vont se terminer. Un qui s'appelle Bom Povo Português, Bon Peuple Portugais, toujours de Rui Simões, et un autre qui, lui, sort en 81, et un autre qui s'appelle Gestos e Fragmentos, Gestes et Fragments, d'Alberto Seixas Santos, qui est un cinéaste qui, lui, avait fait la coopérative Groupe Zéro. Et ce sont 2 films, vous voyez, qui se terminent un peu plus tard que même la Révolution, que les dates que j'ai évoquées précédemment, les dates historiques, pour vous montrer que, quelque part, la Révolution au cinéma, elle va s'étirer plus longtemps et elle va avoir des conséquences plus tardives que dans l'événement. Ce qui est logique, puisque déjà, ne serait-ce que monter un film, finaliser un film, ça prend évidemment beaucoup de temps et ça peut déborder l'événement lui-même qui, finalement, a été relativement bref. La Révolution en tant que telle, si je reprends les dates précédentes, c'est du 25 avril 74 jusqu'au 25 novembre 75, où il y a déjà un premier coup d'arrêt dans le processus révolutionnaire. Donc on est à plus ou moins 1 an et demi de période révolutionnaire. Le cinéma, lui, va continuer de revenir sur cet événement, parfois avec mélancolie. Et voilà, à partir des années 80, dans l'histoire du cinéma portugais, on peut se dire que la période de la Révolution a été digérée. On va la retrouver ponctuellement dans des films documentaires très peu, de fiction parfois. Vous connaissez peut-être un film de Maria de Medeiros qui s'appelle Capitaine d'Avril, qui est sorti bien plus tard, en 2001, il me semble, et qui est, lui, une proposition de fiction autour de la Révolution, une fiction qui est très documentée par ailleurs, hein, mais qui va là aussi jouer sur un certain romantisme de la Révolution. Voilà, et on va avoir ponctuellement des films qui vont revenir sur l'événement. Alors oui, bon, ça c'était dans le cours que j'avais prévu. Juste l'image que vous voyez là, donc elle est tirée du premier document dont j'ai parlé, Les Chemins de la Liberté. Vous connaissez peut-être cette histoire. La Révolution portugaise a été lancée par une chanson à la radio, Grândola Vila Morena, qui est une chanson de Zeca Afonso et qui est une chanson militante, chanson d'intervention. Lui-même était un chanteur engagé. Et dans Les Chemins de la Liberté, la première séquence quasiment du film est une séquence assez étrange, incroyable. C'est le journaliste qui a lancé à la radio Renascença la musique de Grândola Vila Morena, le nuit du coup d'État. C'est un plan fixe sur lui qui passe le disque et de façon très solennelle, en gros, c'est comme si on était dans le moment où, en gros, se lance la révolution. Alors, il faut savoir que la chanson Grândola Vila Morena, c'est la 2e chanson qui passe à la radio dans cette nuit-là, qui est un signal pour les militaires. Grândola Vila Morena, c'est la chanson qui veut dire, une fois que celle-là est passée à la radio, on ne peut plus reculer. Il faut que les opérations aillent jusqu'au bout. Il y avait eu une première chanson qui est passée avant, à minuit, il me semble, et elle, c'est le déclenchement des déplacements des troupes. Et à minuit 20, à minuit 30, celle-ci passe à la radio, et ça veut dire qu'ils doivent aller au bout, il n'y a plus rien qui doit les stopper jusqu'au lendemain matin. Donc c'est évidemment, il y a quelque chose de très romantique et de très symbolique dans cette chanson qui est devenue une chanson aujourd'hui évidemment mythique, culte pour tous les Portugais. Et quand on l'entend beaucoup d'ailleurs dans le corpus de films que j'étudie. C'est une chanson qui va revenir tout le temps. C'est l'hymne de la Révolution et c'est aujourd'hui devenu l'hymne aussi des luttes sociales au Portugal. Hein. Dès qu'il y a aujourd'hui à nouveau des mouvements sociaux au Portugal, c'est une chanson que vous allez entendre à nouveau. Donc voilà.
juste, je voulais vous montrer cette image-là. Je ne vais pas vous montrer l'extrait du film. Je vous mentionne juste qu'en haut à droite, vous pouvez voir RTP Archivu. Donc je les remercie, même si je ne leur ai pas demandé l'utilisation de cette image, mais je les remercie parce que la RTP, qui est donc la télévision portugaise, à l'époque était la seule télévision portugaise d'ailleurs dans les années 70, a récupéré, enfin a gardé tout un corpus de films qui ont été produits à l'époque pour être diffusés à la télévision. Une grande partie des documentaires militants que j'ai étudiés et que j'ai évoqués, que j'ai listés là ou que je vais vous montrer, sont des films qui ont été produits pour la télévision. C'est le cas des Chemins de la Liberté. Et du coup, ils passent directement à la télévision. Et tous ces films-là ont été gardés par la RTP. Pendant des années, les archives ont été gardées et elles étaient d'un accès payant, ce qui était très compliqué pour les chercheurs de pouvoir consulter un certain nombre d'heures de films. Et en fait, il y a quelques années, ils ont décidé de, ce qu'on voit dans beaucoup d'institutions aujourd'hui et dans beaucoup de télévisions à l'international, de numériser tous leurs films, enfin une grosse partie de leur collection, et de les mettre en libre accès sur une plateforme qui s'appelle RTP Archive. Donc si jamais ça vous intéresse de voir ce genre de documents, qui sont évidemment pas sous-titrés, donc c'est à l'accès plutôt exclusif pour le moment des lusophones, vous pouvez retrouver les Chemins de la Liberté sur RTP Archive. Je me suis bien excusé de ne pas avoir demandé l'autorisation, mais comme je leur fais de la pub derrière, je pense qu'on est sur un bon échange de procédés. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas revenir sur tout ce qu'il y a dans ce PowerPoint qui n'était pas prévu exclusivement pour aujourd'hui. L'image que vous voyez là, c'est des images de manifestations monumentales qui se sont déroulées le 1er mai 1974, qui a été le 1er mai libre, postérieur à la dictature. Ce sont des images qui sont tirées d'un film assez important, qui est un des premiers grands documentaires aussi que je n'avais pas mis dans la liste, qui est Les armes et le peuple, ou Les fusils et le peuple, maintenant dans le titre français, As armas e o povo, qui est peut-être que voilà, ça va être marqué là, qui est le premier film qui essaye lui aussi c'est un documentaire fait pour le cinéma, c'est un documentaire ambitieux, qui est un film qui condense toutes les premières images là aussi de la Révolution. C'est un film qui va du 25 avril 1974 au 1er mai. Tous les événements qui se situent dans ces quelques jours du début du processus révolutionnaire, avec donc d'abord les manœuvres militaires, puis ensuite les fusions populaires, on pourrait le résumer ainsi, et troisième temps, l'arrivée des hommes politiques, puisque très vite des figures vont se détacher, je ne sais plus ce que j'ai mis après. Ah oui, non, ça c'est après. Des figures politiques vont se détacher, notamment Mário Soares, qui est le leader du Parti socialiste portugais, qui était aussi en exil et qui revient immédiatement au moment du coup d'État, et Álvaro Cunhal, qui est le leader du Parti communiste portugais, qui lui aussi revient immédiatement. Et les deux vont se retrouver dans un grand, enfin pas que, il y a d'autres représentants politiques, syndicalistes, dans un grand meeting, dans un stade, qui va désormais s'appeler le stade du 1er mai à Lisbonne, et où toute la foule converge, et un grand moment de discours politique. Et c'est la dernière séquence que vous pouvez voir dans Les fusils et le peuple. Peut-être que je vous montre, si je l'ai là, que je ne dise pas de bêtises, un petit extrait de ce film, justement. Alors, compliqué. J'ai une copie sans sous-titres aussi, donc je vais pas non plus montrer un extrait trop long, d'autant plus que on n'a pas non plus énormément de temps. Je viens de parler d'une séquence du film qui est la séquence où les hommes politiques vont arriver à la tribune politique, etc. Peut-être que, j'improvise, je vous montre une autre séquence du film pour vous expliquer comment, d'un point de vue esthétique, le film est assez scindé. C'est-à-dire que vous avez à la fois des images tournées dans l'immédiate après 25 avril, des images du meeting politique, et au milieu, enfin, je dis au milieu d'un point de vue symbolique, mais de façon entrecoupée, vous avez des séquences qui sont réalisées par le cinéaste brésilien Glauber Rocha. Glauber Rocha était au Portugal à ce moment-là, et il décide d'aider ses collègues portugais et de participer au film. Et lui, il va avoir une proposition assez forte qui est d'aller filmer les gens dans la rue directement et d'aller les bousculer. De ne pas faire des interviews ou des entretiens avec ces gens-là, mais de
de les empêcher presque de prendre la parole. Donc il joue avec ce que représente le témoignage au cinéma aussi, et le témoignage dans le documentaire militant, c'est-à-dire normalement une parole qui enfin se libère. Sauf que la parole est parfois un petit peu difficile à aller chercher, et du coup, il va avoir une méthode qui est assez, pas violente, mais virulente, où il va asséner les gens de questions. C'est-à-dire qu'il les empêche presque de parler, et c'est une méthode assez directe, et on le voit dans le chant aussi. C'est aussi révélé par, par exemple, là je viens de m'arrêter, mais on voit tout en haut à droite, c'est la perche, enfin le micro, qu'on voit apparaître dans le cadre, et puis parfois Glauber Rocha est lui-même physiquement dans la scène, il vient prendre les gens par l'épaule, il les bouscule un petit peu, et il les fait réagir très vite. Il veut que la parole sorte très très rapidement. Donc c'est une séquence très étrange, qui par ailleurs est tournée en couleur aussi, ce qui fait que le film esthétiquement, il est fait de blocs en noir et blanc, qui sont plus des images des événements, et puis de ce bloc en couleur, avec des visages très forts, avec des scènes où il va tourner dans les bidonvilles de Lisbonne aussi, pour faire émerger une parole, et une parole qu'il essaye de presque empêcher, impulser, et donc c'est assez étonnant. Donc je vous le montre, même si je ne sais pas si tout le monde comprend le portugais, mais voilà, vous allez voir les images aussi dans le cadrage, comment il décide de filmer ces personnes-là. Há 11 anos estou utilizado a trabalhar e só tenho a dizer, estou muito O que você acha da guerra? Estou muito satisfeito com a situação. O que você acha da guerra? Acho bem que acabar, familiarmente. O senhor teve algum filho na guerra? Não, O graças a senhor Deus lutou não. nessa guerra? Não. O que Passei. o senhor acha do futuro? Acho que é para melhor, para nós todos e para o povo. E viva o exército e viva o Estado que vai entrar novo. E as Forças Armadas. Quero a liberdade, quero só tudo bem, quero Quantos tudo... anos a senhora tem? 72 anos. 72 anos tenho. Viva a liberdade, Vai no quero meio, tudo bem. senta. E a coisa que eu mais amava na vida é a minha casinha, que é o meu sonho da minha vida. Não tenho. Nós podíamos que desse uma casinha à gente, porque a gente vive nas barracas muito mal agasalhadas, e precisamos de uma casinha, mais forçosamente. A melhor vida para a minha filha, para os meus filhos, para o meu marido ganhar mais, para nós podermos ter uma casa melhor. Maria Eulália Teles da Silva tem 17 anos, moro na barraca, chove tudo, moro sozinha, não tem ninguém. Maria Luísa Gamero Madruga tem 5 filhos, todos com grande necessidade. Estamos quase a dormir e todos juntos na cama. Pai, filhos, não se distinguir. O homem querer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Uma mulher querer fazer as suas necessidades, esconder-se de um filho. Acho que isso que já há muito que dizer. A vida, claro, cada vez mais cara. Nós, sem pudermos, quem ganhava 20, 30, 40 contos, comprar 1 litro de azeite ao preço que eu comprava. Comprar 1 litro de óleo ao preço que eu comprava. Comprar 1 quilo de bacalhau ao preço que eu comprava. Com um conto, 600 de reforma. Com 5 filhos. 2 meninas a trabalharem, mas para elas ganho. Tenho uma menina que é doente, não tem um rim, fez a operação ao outro. Precisava que a ajudasse, mas não tenho auxílios. Vivo nas barracas e a família dorme todo um bico uma com a outra. E se isto vai melhorar, precisamos de uma casinha melhor, com casas de velho e Quantos anos você tem? 18. O que é que você quer na vida? Viver, um futuro O que melhor. mais? Futuro melhor. O que é que você acha da situação do povo em Portugal? Alegre. O que é que você acha da guerra? Paz. Por que a senhora não acredita? Nunca deram provas para nós acreditarmos. Como é o nome da senhora? Hein? De Linda, E quantos anos a senhora tem? 32, Quantos filhos a senhora tem? 3. A senhora ganha quanto por mês? Quanto? Quer dizer, eu ganho 3 contos e meu marido ganha 5. O dinheiro que a senhora ganha é suficiente para a senhora viver? Vive-se aqui? A senhora quer mudar de vida? Pois. A senhora está disposta a lutar por isso? Para mudar de vida? Hein? Então a senhora acredita na revolução? A senhora acha que vai ter uma revolução em Portugal? Talvez. Por que a senhora não acredita? Eu tenho lido tanta coisa, eu vi tanta coisa, não sei. A senhora não tem uma opinião formada? Não, A senhora não vai para o desfile do 1º de maio? não vou. E o que a senhora pensa em fazer para mudar a situação? A senhora acha que a senhora pode lutar para mudar a situação? Trabalhar. Voilà, alors j'aime beaucoup cette séquence, je suis désolé, c'était un petit peu long pour ceux qui peut-être ne comprennent pas le portugais. La dernière séquence notamment, donc vous avez vu comment voilà, c'est peut-être difficile à entendre, mais on entend la voix de Glauber Rocha tout le temps qui est en train de poser des questions, de relancer des questions alors que la personne n'a même pas fini de répondre à la question, ce qui fait qu'on voit bien que ça perturbe les gens qui par ailleurs déjà sont très peu sensibles ou sensibilisés à du matériel d'enregistrement, il y a des caméras dans la rue, ils savent pas forcément comment parler, etc. Donc voilà, il joue beaucoup avec ça. Il y en
en a d'autres qui sont un petit peu, qui sont plus jeunes aussi, qui se retrouvent un peu à jouer avec la caméra. Enfin voilà, on a tout un tas de réactions possibles qui sont vues ici. La séquence juste avant avec la femme qui est un petit peu en contrebas derrière un grillage est extrêmement intéressante parce que je pense qu'un des objectifs de Glauber Rocha, c'est aussi de faire émerger cette parole populaire, de faire émerger cette parole de personnes qui ont souffert de la dictature et qui vivent la révolution. Et bon, j'ai étudié par ailleurs la question de la place des femmes dans la révolution. Et là, en fait, c'est un exemple assez intéressant de résistance quelque part ou d'une forme de résignation sur laquelle il bute et qui est une résignation plutôt féminine. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages qui parfois le bloquent un petit peu et on voit qu'il est obligé de reposer des questions, c'est les femmes, et notamment cette femme qui il lui demande, voilà, est-ce que vous croyez en la révolution, etc. Qu'est-ce que vous pensez qui va changer, etc. Elle hausse les épaules plusieurs fois, on sent qu'elle n'a pas forcément envie de répondre aux questions, et au bout d'un moment, il lui demande si elle va aller au stade du 1er mai pour le grand rassemblement. Elle dit, je ne sais pas. Et alors là, on voit qu'il est encore embêté. Et donc, la dernière question qu'il lui pose, c'est « Vous pensez qu'il faut faire quoi pour que ça change ?» Et elle répond « Travailler ». Et je trouve que cette séquence est assez magnifique parce que voilà, c'est une espèce de forme de lucidité, en même temps quelque chose de très concret, et en même temps qui résiste à toutes les fusions populaires qu'il y a à côté. C'est-à-dire que les autres images que vous voyez, c'est la foule dans la rue, les gens qui sont contents, les gens qui sont heureux, notamment les jeunes. Et donc, il y a un contrepoint aussi avec la jeune fille qui est un peu mal à l'aise aussi, une jeune fille juste avant qui répond, pareil, il lui pose plein de questions, elle dit, voilà, vous vous sentez comment? Joyeuse. Elle répond par un seul mot à chaque fois, on voit qu'elle a du mal à construire une réponse. Enfin voilà, il y a un contraste qui se joue, et c'est une séquence assez singulière, peut-être une des plus intéressantes aussi de ce film. Alors, dans le temps qui me reste aussi, puisque ça va très très vite, je vous remets hop, si ça marche. Ça marche? Ouais. Oui, j'avais mis ces affiches-là. Bon, ça, peut-être que certains connaissent. C'est les affiches de Joan Belmont pour les campagnes de dynamisation culturelle qui ont été lancées entre 75 et 76. Donc, c'est des campagnes à destination des populations portugaises, parfois qui ont été éloignés de l'enseignement, donc des campagnes d'alphabétisation notamment. Et il y avait des affiches donc pour synthétiser un petit peu l'esprit premier de la Révolution, qui est un esprit d'union populaire avec les militaires. Donc vous vous rappelez qu'au début, je vous avais dit voilà, qu'il y a cette particularité qui est que les militaires font la Révolution et vont lancer un processus révolutionnaire plutôt voilà, d'obédience socialiste, communiste. Et vous avez donc la première affiche qui est l'union MFA pauvre. MFA, c'est le mouvement des forces armées. Et le peuple, donc union du peuple et d'un paysan, enfin d'un paysan et d'un militaire plutôt. Et puis ensuite MFA Vasco pauvre. Vasco, c'était un des premiers ministres de plusieurs gouvernements provisoires pendant la Révolution et qui était proche des communistes, donc enfin voilà, qui était communiste, et du coup c'est une réappropriation aussi de ces campagnes de dynamisation culturelle dans la deuxième affiche. Bon, c'était en lien avec une séquence des fusils et le peuple. Je vous laisserai aussi, si vous êtes curieux, le découvrir. On pourra en parler s'il y a des questions. Alors je vais peut-être, je ne sais pas exactement combien de temps il me reste en fait, peut-être encore 10 minutes, non? 10 minutes, une dizaine de minutes pour avoir un échange après avec vous. Il y a une deuxième modalité documentaire que j'ai marquée ici, c'est filmer la Terre. Je vais en parler très brièvement, mais je vous montrerai... Ouais, quoi que là, si, c'est bon, il y a des images. Je vous montrerai pas d'extrait, ce qui évitera l'incompréhension peut-être de certains. Filmer la Terre, donc, qui est un des sujets aussi... Parmi le corpus de documentaires produits au Portugal pendant la Révolution, il n'y a pas que des films sur les événements au sens des bouleversements étatiques, des militaires dans la rue, des opérations qui sont menées à l'encontre des gouvernements provisoires. Il y a aussi des réformes sociales qui vont se mettre en place, des mouvements sociaux qui vont émerger. Donc il y a plusieurs mouvements sociaux très forts. Un mouvement sur la question du logement. J'en parlerai pas là aujourd'hui, mais le droit au logement, l'occupation des habitations et de bâtiments abandonnés, ou la construction de nouveaux logements pour subvenir à des manques réels au Portugal. La question de la propriété privée, donc, et de l'appropriation des terres. Il y a la réforme agraire aussi, donc ça c'est le sujet qui est là avec cette image, avec le carton principal premier du film La loi de la terre, Lei da Terra.
Et vous avez aussi un mouvement féministe, par exemple, très fort, qui va émerger durant cette révolution. Vous avez aussi des luttes ouvrières, tout simplement, qui vont émerger dans la continuité de la révolution. Alors sur la loi de la Terre, donc c'est un film du groupe Zéro qui est sorti en 77, enfin qui est fini en 77, et qui est un film assez particulier du groupe Zéro, puisque le groupe Zéro est une coopérative qui avait décidé de se concentrer sur une région, l'Alentejo, au Portugal, pour filmer comment s'organise le travail dans des coopératives agricoles. Une des modalités politiques qui a été mise en place postérieurement à la Révolution, comme dans beaucoup d'autres mouvements révolutionnaires, c'est la coopérative, qui est une modalité qui permet de mettre en commun des outils de production et des savoir-faire afin que tout le monde puisse en bénéficier, idéalement. Donc je vous avais dit, les cinéastes s'organisent eux-mêmes en coopérative, mais c'est aussi parce qu'il y a des coopératives agricoles qui se sont déjà formées. Et donc, le groupe Zéro va suivre des paysans qui s'organisent en coopérative avec des difficultés, avec des nécessités de faire reconnaître par la loi les occupations de terre, dans une région par ailleurs qui était plutôt une région où il y avait des grands propriétaires terriens, et donc l'organisation de différents collectifs de paysans est rendue difficile par ce passé de grandes propriétés. Alors, le groupe Zéro va avoir une modalité esthétique assez particulière. Ça, c'est quelques images tirées de la loi de la Terre, où vous voyez que le cinéaste, enfin l'équipe, je ne peux pas dire le cinéaste, la coopérative, va décider de filmer, par exemple, les gens de dos ou à contre-jour, dans des constructions de plans qui sont qui ont une dimension très picturale. On est quelque chose qui ressemble beaucoup à des tableaux de la campagne, des tableaux très lumineux, où le vert et l'ocre et le jaune prennent le plus de place, et les visages ou les figures ou les silhouettes semblent un petit peu disparaître. Quand vous voyez ces plans-là, là c'est des images arrêtées, mais dans le film c'est un plan fixe, et on entend la personne parler. C'est-à-dire qu'elle raconte, elle témoigne de son activité dans la coopérative, ou de sa difficulté dans la coopérative, ou de son positionnement politique par rapport à la coopérative. Mais plutôt que d'avoir là, à l'inverse de ce que je vous ai montré avec Glauber Rocha, les visages face caméra, vous avez ici des décalages, des déplacements, avec la caméra qui va légèrement se décentrer par rapport à la personne interrogée. Vous avez là d'autres exemples. Alors avec à gauche, un plan plus général sur la nature, et sur les campagnes de cette coopérative. Mais vous avez à droite aussi un monsieur qui, pareil, et non pas que ce soit si impressionnant ici, mais qui est posé de façon un peu nonchalante. Il a une cigarette aussi, il a le coude posé, et puis il regarde pas forcément la caméra. On a l'impression plutôt d'assister à des moments aussi saisis, et avec une certaine nonchalance des paysans et des travailleurs interrogés. Voilà, d'autres images. Je tenais à les montrer aussi parce que ça vous montre déjà aussi des images en couleur. Bon, vous me direz, dans les Azar Magie au pauvre ou les fusils le peuple, c'était en couleur aussi, mais il y a beaucoup de noir et blanc. La majorité du corpus documentaire de la période est tourné en 16 mm à l'époque et en noir et blanc, donc. Et là, vous avez quelques films qui ont pu avoir de la pellicule couleur et qui permettent d'avoir cette palette chromatique quand même assez lumineuse pour filmer la Terre. Bon, et ça, c'est un des derniers plans du film qui se termine quand même avec une ouverture et un choix politique assez assumé dans ce qu'il faut faire et dans la manière dont il faut continuer cette occupation de terre et cette réforme agraire. Alors, une modalité que je ne commenterai pas pour arriver à ma fin, mais on pourra en discuter aussi plus tard, c'est, je vous l'avais dit, une des autres luttes qui a émergé très, très rapidement, enfin qui a pu s'exercer, c'est les mouvements féministes ou les questions liées à la place des femmes dans la société. Et donc là je l'interrogeais dans cette présentation sous le prisme du visible et de l'invisible, avec notamment un film qui est L'avortement n'est pas un crime de Cinéquipe, qui est sorti en 1976. Pour aller très vite, donc Cinéquipe, qui est la même coopérative qui fait Les Chemins de la Liberté, le premier film dont je vous ai parlé, va produire toute une série de films sur RTP dans un programme qui s'appelle Nom Mulher, donc nom de femme, et qui est dédié à la place des femmes au Portugal. Et donc dans un des derniers films qu'ils produisent, et on comprendra pourquoi, c'est L'avortement n'est pas un crime, et le film a provoqué évidemment un scandale au Portugal. Il y a eu un procès et ça a fait stopper le programme à la télévision. L'avortement n'est pas un crime est un film qui révèle l'expérience d'une clinique populaire qui décide de mettre en place
une procédure d'avortement pour des femmes qui en ont besoin, et pour éviter que ça se fasse clandestinement, puisque l'avortement était illégal. Et du coup, la coopérative décide de filmer le travail de cette coopérative qui fait à la fois de la prévention, cette clinique qui fait à la fois de la prévention et qui pratique aussi avec des médecins des avortements. Dans le film, il y a une séquence qui montre un avortement. Donc, on va très très loin dans le rendu visible. Enfin, je veux dire, on voit le médecin se préparer, on voit la procédure se préparer, et donc voilà, on a une séquence qui est assez forte. Elle est contrebalancée par une autre séquence, qui est une séquence où les femmes sont... voilà, là vous avez la préparation de l'avortement par la méthode de Karman, et on voit pas très bien, mais dans une grosse partie du film, toutes les femmes sont plongées dans le noir, parce qu'elles témoignent, ce sont des jeunes femmes, ou des femmes en tout cas, qui témoignent d'avortements qu'elles ont pratiqués pour différentes raisons, parfois avec évidemment des raisons aussi assez violentes. Et non seulement parce que c'est pas possible de témoigner à visage découvert, ou c'est la honte de toute façon de s'exprimer pour parler d'un avortement, qui est encore un délit donc à ce moment-là. Le choix esthétique, c'est de plonger donc la scène dans le noir, et donc on ne voit pas les visages des femmes, et donc vous avez toute une séquence du film où on a des voix qui sortent de l'ombre, des silhouettes qui apparaissent un peu dans une pièce, on ne sait pas exactement, et qui est aussi une séquence extrêmement forte, qui est une autre modalité de témoignage, vous voyez, par rapport, encore une fois, au témoignage version Glauber Rocha, très, très, très stimulant, très vif, très violent, le témoignage un peu décentré, poétique, de forme picturale chez Alberto Seixas Santos, le groupe Zéro, la loi de la Terre, et là des séquences de témoignages rendues invisibles parce qu'il est impossible de pouvoir s'exprimer à visage découvert. On a différentes modalités. Donc je passe assez vite, juste pour... le film est aussi aujourd'hui sur RTP Archives, donc les choses ont changé. Là, c'est une des dernières séquences du film où on voit une dame qui fait de la prévention en parlant de la pilule contraceptive. Juste pour terminer là-dessus, l'avortement au Portugal a dû passer par 2 référendums pour être légalisé, et ça est arrivé seulement en 2007, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il y a eu un premier... à l'époque, le sujet a été porté par les mouvements féministes, par des mouvements d'émancipation, par ce film-là qui mettait le sujet sur le devant de la scène. Ça a été aussi porté plusieurs fois politiquement. Il y a eu un premier référendum dans les années 90, l'avortement n'a pas été légalisé, et puis en 2007, l'avortement a été légalisé. Je recontextualise, je donne cette dernière date pour montrer aussi que peut-être parfois, une des questions qu'on pose souvent au cinéma militant et aux documentaires engagés en général, c'est finalement à quoi a servi le film ? Et on peut se dire, voilà, qui l'a vu sur le moment ? Est-ce que ça a fait vraiment bouger les choses quand il y a un engagement si fort dans un film et dans un sujet ? Quelque part, peut-être, voilà, là, l'avortement n'est pas un crime. Là, je vous l'ai dit, il a été attaqué en justice, le film. Il y a eu un procès contre la journaliste principale qui s'exprime dans le film. Nous montrait bien que la société n'était pas prête, et que peut-être, finalement, là, le film, en soulevant cette question-là, essayait de se projeter vers l'avant, et même s'il a fallu des dizaines d'années avant que ça passe, il y a ce glissement vers l'avenir qui peut s'opérer. Et donc peut-être les dernières images que je voudrais vous montrer pour terminer, pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions. La dernière modalité, enfin une des autres modalités que j'avais exposées, donc image-montage, des films qui vont sortir un peu plus tard et qui vont permettre d'avoir une distanciation sur les événements. Et je vous les ai évoqués dans la première chronologie au tout début, c'est Bon peuple portugais de Rui Simões et Gestes et fragments d'Alberto Seixas Santos. Et voilà, là, ça c'est une image tirée de Bon peuple portugais. Et peut-être que, juste pour terminer, je peux vous montrer un petit extrait de Bon peuple portugais qui résumera assez bien tout ce que j'ai essayé d'évoquer. C'est pas bien ce que j'ai fait, désolé, mais voilà, je passe le générique pour arriver au début du film. J'ai des sous-titres français. Vamos embora.
agora. Não. Sopra. Soprar. Não faz coisa. Sopra. Oh minha mãe, oh minha mãe, minha amada, quem tem mamãe tem tudo, quem não tem, mãe não tem nada. Oh passada ribeirinha, pus o pé, mulher, venha, não casei, na minha terra fui casar, em terra alheia. Fui casar em terra alheia por não querer casar na minha, pus o pé, mulher, e a meia ao passar, e a ribeirinha. Eu com terras de cigarros arranjei uma namorada e encontro meu sogro em Faro, lá vai uma cigarrada.
Quando o prisioneiro viveu tanto tempo na penumbra da caverna e vem à superfície, ao mostrar-se-lhe os objetos diretamente iluminados pelo sol, ou o próprio sol, ele é encadeado, não vê nada. É preciso primeiro educar a sua vista, fazê-lo contemplar as coisas na penumbra, depois aumentar progressivamente a luz, até que ele seja capaz de fixar o próprio sol. Voilà, je m'arrête ici. Et voilà, s'il y a des questions, peut-être je pourrais en dire un mot aussi du film, si vous avez des questions, enfin, du dernier. Voilà, on a le temps pour une ou deux questions peut-être. Merci pour votre intervention. Quels moyens de diffusion dans le Portugal des années 70, c'est-à-dire de cinéma, c'est plutôt des grandes villes, et la télévision dont vous décrivez qu'elle diffuse, est-ce qu'elle est très répandue? Très bonne question. Je ne sais pas si on m'entend encore? Oui. La télévision, il va y avoir une vraie explosion de l'équipement en télévision, mais c'est vrai qu'en fait, au moment de la Révolution, la télévision, il y a très peu de foyers qui ont la télévision au Portugal. Donc clairement, c'est ce qui fait dire que beaucoup des films produits pour la télévision là, que j'ai évoqués ont eu une audience, on va dire, très très faible. Et c'est pour ça que peut-être j'ai aussi évoqué la question de la diffusion postérieure, et heureusement que la RTP va ensuite valoriser ce patrimoine. Mais en tout cas, sur le moment, c'est très peu diffusé à la télé. Enfin, c'est diffusé à la télévision, mais c'est très peu accessible. Au cinéma, c'est aussi relativement peu accessible. Comme vous l'avez dit, c'est dans les grandes villes qu'il y a des cinémas. Juste, j'ai étudié aussi, il y a un cinéma à Lisbonne qui s'appelait le cinéma Universal à l'époque, qui était un cinéma, qui est devenu le cinéma universitaire par la suite, qui était proche de l'université de Lisbonne, dans le quartier de l'université. Et il y avait un cinéma là qui, pendant un an, a été un cinéma vraiment militant. C'est-à-dire que c'était un cinéma qui passait ce genre de films, ce genre de documents, les documentaires principalement long métrage, mais aussi du cinéma européen politique. Et puis, troisième modalité de diffusion, c'est en fait une modalité parallèles, et celles-là, elles sont très difficiles à mesurer. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai interrogé les cinéastes ou les témoins de cette époque-là, ils diront que les films ont été projetés dans des commissions d'habitants, sur les murs d'une église parce qu'un comité de travailleurs avait voulu diffuser tel ou tel film, dans des centres ouvriers. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de diffusions parallèles. Les réalisateurs disent à quel point les bobines de films, les copies étaient prêtées à droite à gauche, mais ça, c'est totalement immesurable. Et voilà, ça ne permet pas de savoir exactement comment les films ont été vus. On sait juste qu'il y a une aura particulière, par exemple, on sait que Dieu, Patrie, Autorité, que j'ai évoqué, c'est le film qui a été le plus demandé à l'étranger, enfin par l'étranger au Portugal. Donc c'est un film qui a beaucoup circulé dans des festivals européens de films, et donc ça prouve que le film a eu quand même un impact, et lui, pour le coup, était beaucoup montré. Voilà. Mais hormis ceux qui ont une vraie sortie cinéma et on peut mesurer la billetterie, ce qui est le cas de Dieu, Patrie, Autorité, enfin en tout cas le nombre de spectateurs, pour les autres c'est une diffusion plutôt informelle. Une dernière question? Je n'ai pas une question, mais je voulais dire que j'étais au Portugal en août 75 et partout il n'y avait peut-être pas de télévision, mais il y avait la radio. Et il y avait des émissions de radio tout à fait étonnantes, avec toutes sortes de documentaires progressistes, espagnols, français, disons de toutes les langues. Alors peut-être que ça posait un problème pour la population, mais il y avait une écoute extraordinaire dans tous les restaurants populaires, les cantines où on pouvait manger. Il y avait toujours la radio et tout le monde écoutait. Il y avait effectivement une écoute extraordinaire. Oui, en effet, c'est pour ça que c'est aussi difficile de s'intéresser aux images de la Révolution, aux films, parce que comme monsieur l'a dit, les films étaient forcément un peu moins accessibles ou moins vus, ou dans des modes différents, alors que la radio était à ce moment-là beaucoup plus populaire. Ou même les journaux, en fait, il y a beaucoup de choses qui circulaient, version papier, des tracts, etc. Par la chanson aussi, parce que c'est vrai que Grândola Vila Morena, la chanson que vous entendez, ce n'est qu'une des chansons, une des plus connues, mais il y a un répertoire de musique militante et politique au Portugal qui est extrêmement riche, et ça, c'est connu et ça circule beaucoup. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai travaillé un tout petit peu aussi
par ailleurs, c'est la question de... Vous avez raison, en fait, ça se passe aussi dans tous les domaines, en fait. C'est la radio, c'est la télé, c'est le cinéma, ça peut être aussi les artistes plastiques, ça peut être les peintres, les sculpteurs. Tout le monde, au moment de la Révolution, a produit une œuvre qui, de près ou de prou, était en connexion avec les événements et avec ce qui était en train de se passer dans le pays. Donc, du coup, vous avez tout un corpus, là pour le coup, dans tous les arts, qui accompagne l'événement révolutionnaire et qui a pu toucher les gens d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, Michael. Malheureusement, on doit achever le dialogue pour laisser la place à la prochaine conférence. Mais voilà, les échanges peuvent se poursuivre de manière informelle. Merci d'être venu.